Merci beaucoup, Micheline, de vous Ça me être fait rendue plaisir. pour cette entrevue. Premièrement, je voulais vous demander, en fait, 10 ans après la publication du féminisme québécois raconté à Camille, quel nouveau chapitre serait ajouté à cette histoire du féminisme? Avant d'ajouter un chapitre, moi, je me dis qu'il faudrait reprendre le chapitre 34. Parce que le chapitre 34 porte sur les questions qui divisent les féministes. Et j'en nomme 4. Je nomme le travail du sexe, la pornographie, l'hypersexualisation des petites filles et le port du foulard islamique. Oui. Mais là, je pense qu'il faudrait ajouter tous les groupes LGBT, les femmes autochtones, il faudrait faire mention d'une manière spécifique aux femmes autochtones, les femmes racisées. Et il faudrait évidemment ajouter quelque chose sur le mouvement « Moi aussi ». Oui. En plus de ça, je crois qu'il faudrait modifier l'épilogue. Parce que dans l'épilogue, quand j'ai écrit ça là, en 2008, les jeunes femmes hésitaient à se dire féministes. Ça commençait seulement, mais dans les années 90, elles ne voulaient pas en entendre parler, puis là, ils commençaient un peu. Puis j'invite les jeunes femmes à ne pas craindre de se dire féministes. Et puis là, elles ont désormais des milliers à avoir adopté le féminisme et à se proclamer féministes à cause du mouvement étudiant. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait en tenir compte, absolument. Mais je ne pense pas que cette réédition-là pourrait reprendre le texte. Enfin, je ne sais pas, là, qu'est-ce que c'est qu'on va faire. Et puis, je pense qu'il faudrait ajouter un chapitre pour 2 questions difficiles. Le premier, ce serait une sorte de bilan théorique sur essayer de proposer une synthèse entre, par exemple, la théorie de la reproduction sociale et toutes les problématiques issues de l'objectif de l'égalité ou du débat nature-culture. Ces 3 débats-là se font d'une manière, je dirais, comme séparée. Puis il faudrait essayer de peut-être faire une synthèse de ça. Mais quand je pense à ça, là, j'ai presque des frissons parce que je me dis, je pense que je ne serais pas capable de faire ça, tu sais, mais n'empêche qu'il me semble qu'il faudrait le faire. Puis quand on parle du débat nature-culture, en fait, c'est les discussions sur est-ce qu'il y aurait une différence entre hommes et femmes qui serait naturelle ou est-ce que ça ne relève pas plus de la culture? Oui, c'est ça. C'est une vieille question. C'est une question qui date du début du 20e siècle, mais elle est toujours à réactualiser, cette question-là. Et puis en plus, je pense que ça prendrait une réflexion sur la meilleure manière de penser l'organisation féministe. Le féminisme s'est organisé selon des modèles différents selon les époques. Tu sais, il y a eu le modèle de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, il y a eu le modèle de la Ligue des droits des femmes au Québec, et puis il y a eu le modèle de la Fédération nationale de la Fédération des femmes du Québec. Et puis, bien, on est rendu ailleurs. Il va falloir penser à d'autres choses. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de signes en ce moment qu'on est dans une période de transition. Il y a de la turbulence au sein de la Fédération des femmes du Québec. Il y en a à la FEAS. Et puis, par ailleurs, le féminisme s'est institutionnalisé. Je pense aux très, très nombreux regroupements qui existent. Je pense à l'Intersyndicale des femmes, au CIAFT, l'accès des femmes au marché du travail, l'ère des centres de femmes, les regroupements de maisons d'hébergement. Il y en a 2 parce qu'ils ont 2 philosophies différentes puis 2 organisations différentes. Le regroupement des centres de santé, le front, c'est-à-dire les femmes regroupées pour l'accès aux métiers non traditionnels, les femmes monoparentales et recomposées, la coalition des familles LGBT, et beaucoup d'autres, sans doute. Et puis, tous les comités de conditions féminines partout. Tu sais, il y a des comités de conditions féminines dans les institutions, dans les établissements d'éducation, dans les établissements de santé. Il y en a dans les diocèses, il y en a dans les partis politiques, dans les syndicats. Oui. Tu sais, on peut faire carrière en féminisme en ce moment. Et puis, une carrière, parfois, c'est loin de la militance. Alors, où faudra-t-il militer maintenant? Comment faudra-t-il militer maintenant? Je pense qu'il faudrait
poser la question. Puis, selon vous, quels ont été, depuis la publication de cet ouvrage-là, les gains importants du mouvement féministe et quels ont été aussi les angles morts, selon vous, de ces mouvements-là? Alors, les gains importants, bien, la nouvelle génération, enfin, a été mobilisée grâce au printemps érable. Depuis 2012, là, vraiment, on voit dans les cégeps, dans les universités et même dans les écoles secondaires, il y a des mouvements, là, le mouvement est là, on le sent frémissant. Et puis, il y a le mouvement « Moi aussi » qui est apparu et qui tente de modifier les vieux schémas sociaux et même l'exercice de la justice. Tu sais, là, c'est rendu loin, là. Mais il y a eu des changements législatifs quand même importants. J'ai vu qu'ils voulaient créer un tribunal spécial pour les violences sexuelles. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, modifier l'exercice de la justice. Et puis là, on parle couramment de la culture du viol. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais, là, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, la culture du viol, avant ces dernières années. Et puis, il y a une nouvelle acceptation du féminisme qui est apparue. Je le vois là, régulièrement, je lis les articles dans les journaux, on réfère au féminisme, des critiques de films, des critiques de pièces de théâtre, de romans, dans l'enseignement universitaire, dans la littérature, dans les éditoriaux de journaux, à la télévision. Tu vois Pascal Nadeau ou Céline Galipeau qui disent le mot féminisme comme si c'était quelque chose de tout à fait ordinaire. Sans connotation négative, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est ça. Mais je pense qu'il faut faire attention, parce que ce féminisme-là, auquel on se réfère un peu partout en ce moment, c'est ce que j'appellerais un féminisme tranquille. C'est un féminisme qui ne dérange pas la société. Alors que le féminisme, c'est quelque chose qui veut transformer la société. Puis c'est ce féminisme-là dont on ne veut pas entendre parler. Alors, il y a quelque chose là, qu'il va falloir être vigilante, à mon avis. Puis les angles morts, bien, il y en a beaucoup. Je pense au livre d'Alexa Conradi, Les angles morts. J'envoie tout le monde à ce livre-là. C'est vraiment un exposé radical de quels sont les angles morts du mouvement féministe au Québec en ce moment. Je pense entre autres au débat sur les signes religieux qui mélange beaucoup de choses. On mélange le concept de laïcité avec celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai donné tellement de conférences dans ma vie, puis ces dernières années, je donnais une conférence justement sur les rapports entre laïcité et égalité entre les hommes et les femmes, et je montrais qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Or, moi qui suis habituée de donner une conférence, puis que j'entends la foule qui acquiesce qu'avec moi, puis qui est d'accord avec ce que je dis. Cette conférence-là, elle était reçue avec... les gens me regardaient sévèrement. Où vous l'aviez donnée, si c'est pas indiscret? Un peu partout, à Drummondville, à Québec, puis il y avait de la résistance à... oui, de la grosse résistance. Mais ça rejoint le texte que vous aviez écrit pour Le Devoir, Le foulard et l'égalité, où vous présentiez justement le fait que, finalement, ces questions-là de laïcité n'ont jamais été reliées à l'égalité entre hommes et femmes. C'est ça. Et puis ça, là, les gens ne sont pas capables d'accepter ça, là, tu sais, là, et puis c'est un obstacle, c'est vraiment un obstacle en ce moment. Et puis, moi, personnellement, je suis beaucoup plus dérangée par les jeunes adolescentes qui font des selfies sexy que par les musulmanes qui portent le voile. Parce que, puis là, je reviens à ce paragraphe ici que je disais je terminais le féminisme québécois raconté à Camille. Ne convient-il pas d'ajouter que ces deux règles vestimentaires, le vêtement hypersexué et le voile islamique, relèvent de deux discours opposés qui imposent le regard des hommes sur les femmes et que ces deux discours ont été intériorisés par les femmes qui se soumettent à ces dictats? C'est la même chose. Mais ici, j'ai l'impression en même temps que les femmes qui choisissent de porter le voile, on en voit beaucoup aussi des générations de jeunes femmes qui décident de le porter, mais qu'elles-mêmes se heurtent aux barrières qu'on essaie de leur imposer par la suite, là, parce qu'elles font ce choix-là. Oui, donc c'est ça. Oui, c'est vraiment des questions difficiles.
Et puis, je reviens aussi sur la question des travailleuses du sexe. C'est une question qui divise profondément le mouvement féministe depuis très longtemps. Je ne vois pas la solution en ce moment. En même temps, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus d'ouverture pour ces débats-là aujourd'hui? C'est certain que c'est pas facile, mais quand on voit, par exemple, à la Fédération des femmes du Québec, le fait qu'il y ait finalement... Bien, que Stella soit plus présente, qui est un organisme pour venir en aide, bien, en fait, pour accompagner les travailleuses du sexe. Il y a plus d'ouverture quand même qu'il y a quelques années où ça aurait été impensable. L'arrivée de Stella à la Fédération des femmes du Québec a incité des groupes à se retirer. Oui. Tu sais, c'est pas facile, là. C'est pas facile du tout. Et puis, même toutes les grandes théoriciennes se disputent entre elles, là. Ça fait que c'est pas évident. Et puis, je dirais aussi... l'illusion de la participation des femmes au pouvoir. C'est pas parce que des femmes qui sont PDG que la question est réglée. Bien, ça revient un peu à la question suivante que je voulais vous poser. En fait, est-ce qu'il y a des pièges dans tout ce discours-là égalitariste, de la présence des femmes dans les postes de pouvoir? Ah oui, moi, je trouve que l'égalité... Moi, je refuse maintenant de parler de l'égalité. Pour moi, ce n'est pas un critère. Parce que le pôle au nom duquel se fait l'égalité, c'est toujours un pôle masculin. Alors, et l'égalité, ce n'est pas un moyen de transformation sociale, c'est un principe d'assimilation. Comme le disait la philosophe Françoise Collin, il y a 30 ans, je pense. Alors, à mon avis, on se gargarise avec l'égalité. Tu sais, c'est au nom de l'égalité là, que la ministre de la Condition des femmes dans le gouvernement québécois de M. Couillard là, se disait « Fais ton chemin, vas-y ma fille, t'es capable. » C'est ça. Pas besoin d'être féministe pour ça. Tu sais, là, parce que je fais la même chose que les hommes, ça y est, moi j'ai gagné. Mais je regrette. C'est pas un critère du tout. Il y a beaucoup de critiques qui disent que finalement, le discours égalitaire, c'est de demander aux femmes de s'adapter à une société qui est organisée et qui est menée par les hommes. Oui, c'est ça. Souvent, ça se traduit dans l'adoption de comportements masculins qui vont parfois même aussi reconduire des inégalités entre les femmes elles-mêmes. Oui. D'ailleurs, on le voit même sur la scène domestique, parce que les femmes peuvent exercer des fonctions qui les mobilisent toujours en dehors de leur maison. Et puis, quand elles ont des jeunes enfants, mais souvent, ce sont des femmes qui viennent chez elles, souvent dans des conditions presque d'exploitation pour faire le lavage, le ménage, la cuisine, patati, patata. Tu sais, là, bon, alors, c'est pas simple. Et puis, l'égalité, moi, je trouve que c'est un piège pour le féminisme en ce moment. On devrait parler de quoi? De libération, plutôt? De libération et de transformation de la société. Transformation de la société. Transformation de culture. Oh là là, c'est pas demain la veille. Ça demande plus d'efforts quand même, parce que l'égalité est facile à obtenir, parce que c'est des droits égaux, finalement. Le modèle est désolant. Oui. Le modèle est désolant. Oui. Transformer la société, il faut imaginer d'autres choses. Il faut imaginer une autre société, finalement. Une autre société, oui. Puis en fait, là, je nous ramène un peu sur l'histoire du féminisme, l'histoire des femmes. Vous observiez avec Louise Toupin il y a quelques années qu'il y avait très peu de travaux sur l'histoire du féminisme au Québec, particulièrement à partir de la fin des années 60, début 70. Est-ce que vous en arrivez au même constat aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore un manque de travaux sur l'histoire féministe? Il y a un manque de travaux. Il y a un manque de travaux, ça c'est absolument certain. Il y a le livre de Louise Toupin là, qui vient de paraître sur le fameux débat sur le salaire au travail ménager qui a paru il y a quelques années. Il y a ton livre sur le travail au salaire ménager aussi, là, depuis le début du siècle jusqu'en 1985. Il y a une biographie de la Saint-Jean qui est sortie. Il semble que Denise Baillargeon va publier très bientôt un ouvrage sur l'histoire du droit de vote au Québec. J'ai cherché, là, je ne vois pas d'autres livres d'histoire qui sont parus récemment. Et puis, moi, je pense qu'on aurait besoin d'un livre sur l'émergence de l'expression artistique du féminisme dans les années 70, avec une comparaison de cette nouvelle émergence qui est apparue maintenant du féminisme dans le cinéma, les réalisatrices équitables, puis les artistes,
les chorégraphes, les danseuses, les femmes qui font du théâtre. Il y a une nouvelle ébullition féministe dans les arts. Moi, j'aimerais ça, là, un beau livre qui rassemblerait la décade des années 70 et puis la décade des années 2010. Oui, ce serait aux historiennes de l'art et aux historiennes de le faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je me sens pas capable de faire ça, puis je suis bien trop vieille. Et puis, j'aimerais ça avoir aussi un livre sur le rapport des femmes avec la guerre, avec la paix, la voix des femmes. Oui, oui, c'est ça. Et puis, une étude critique des mesures gouvernementales qui ont été prises pour les femmes. Parce que des fois, il y a une mesure qui est prise, puis tout à coup, on voit les effets pervers de cette mesure-là à mesure que... Il y a Nancy Christie et Magda Farney qui l'ont fait, mais en anglais. Ah oui, bon, mais c'est ça. Moi, je ne l'ai pas lu, là, et puis c'est ça, là. Il faudrait que ce soit fait. Et puis, on aura besoin d'un livre choc sur le féminisme écrit par une jeune féministe qui n'a pas 30 ans. Alors ça, là, moi, j'attends ça, là, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si c'est un message. Ah oui, c'est un petit message. OK. Puis comment vous expliquez, en fait, le fait qu'il y ait aussi peu de travaux sur l'histoire du féminisme ou des féminismes? Bien, je ne sais pas. C'est parce que je pense que les études sur le féminisme, maintenant, se divisent dans tellement de questions. C'est un réseau là, avec beaucoup de chemins. Il y a toute la criminologie, la psychologie, la sociologie, la science politique. C'est toutes ces choses-là. Là, moi, j'aimerais ça avoir un beau livre qui unit, qui essaie de faire une synthèse. Une synthèse, oui. Puis, je remarque aussi que les mouvements de femmes immigrantes ou les mouvements de femmes autochtones, il y a encore très peu de travaux là-dessus. Très peu, très peu. Ça arrive juste, des fois, c'est même une note en bas des pages. La personne qui écrit, elle dit « Ah, c'est vrai, il faudrait que je parle des femmes autochtones. » Elle ne sait pas quoi dire. Elle met une note, puis elle dit « Il faudrait parler des femmes autochtones. » Mais elle ne dit rien. Oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ça donne des défis pour les historiennes des prochaines années. Oui. Puis, en fait, quel message vous voudriez adresser à cette nouvelle génération-là de féministes ou même de jeunes historiennes féministes qui reprennent le flambeau? Moi, d'abord, j'aimerais ça leur dire de faire attention aux mythes liés aux pièges liés au mythe de la beauté. Moi, quand je pense aux milliards qui sont dépensés pour la beauté des femmes, ça, moi, là, je trouve qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à ça. Il ne faudrait surtout pas que ces jeunes femmes-là pensent que le féminisme a commencé avec elles. Oui. Il faut qu'elles fassent l'effort de connaître les analyses et les actions des générations précédentes. Ça m'a beaucoup frappé, là, beaucoup de jeunes femmes, là, ou même des femmes moins jeunes. Là, Francine Pelletier a écrit un livre sur le féminisme. Mais ça commence quand elle s'en est occupée. Comme s'il n'y avait rien eu avant. Comme s'il n'y avait rien eu avant. En 1995, j'ai été l'historienne omnisciente là, qui parlait, c'est un film, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle « Désir de liberté ». Non, je n'ai pas vu. Bon, ça vaudrait la peine d'y revoir ça. Puis là, c'est toutes les militantes des années 70 qui viennent parler. Là, puis ils viennent parler, là, puis c'est eux autres qui ont mis le féminisme sur la map. Là, elles ignorent que 6 décennies avant, il y avait des femmes qui se battaient pour les femmes. Bon. Et puis, moi, je dirais, ne croyez pas que le féminisme est une manière de gagner sa vie. Je crois que c'est la meilleure manière d'être happé par la reproduction sociale initiée par le capitalisme. Donc, quand on passe au Conseil du statut de la femme, puis à... Oui, c'est ça. Et puis, n'oubliez jamais les femmes racisées et ouvrez-vous au féminisme du Sud. Elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est ça que je leur dirais. C'est un bon message. Oui. Puis en fait, pour conclure, j'avais une dernière question sur votre rapport à l'engagement. Parce que vous avez écrit beaucoup de textes d'opinion dans les dernières années, que vous avez d'ailleurs publié quelques-uns dans Pas d'histoire les femmes, qui est un très bon ouvrage d'ailleurs. Et j'ai l'impression que dans les milieux historiens, il y a une certaine frilosité à s'engager. Il y a tout ce mythe-là encore de l'objectivité qui a été remis en question, mais qui est quand même encore présent un peu, j'ai l'impression, dans la discipline. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'engagement. Moi, quand je pense à ma vie a été intéressante, puis a été utile parce que je me suis engagée. Et puis, c'est pour ça que, tu sais,
dans les journaux, on célèbre des cinquantenaires, et puis des centenaires, et puis des trentenaires de ci, de ça. Puis ils font les articles, puis ils oublient toujours de parler ce qui concernait les femmes. Alors, moi, je prends ma plume, enfin, mon ordinateur, puis j'envoie un article au devoir. Oubliez pas de parler des femmes. Tu sais, je trouve qu'il faut faire ça. Je trouve qu'il faut faire ça. Oui, puis j'ai l'impression que c'est comme ça aussi qu'on montre l'utilité de l'histoire pour le présent. Oui, c'est ça. Et puis, je suis souvent demandée pour donner des conférences. J'accepte beaucoup moins parce que, tu sais, là, j'ai déjà fait des folies, tu sais, comme d'aller donner une conférence au Mont-Albert. Là, maintenant, c'est rare que je sorte de Sherbrooke parce que je trouve ça trop fatigant pour une personne de mon âge. Est-ce qu'il y avait une dernière réflexion que vous voudriez ajouter pour conclure? Bien, mon Dieu, moi, je suis très contente que mon livre a été populaire. J'espère que grâce à la réédition dans la Bibliothèque québécoise, qu'il va pouvoir avoir une nouvelle vie, puis qu'une nouvelle génération de jeunes filles, de jeunes femmes vont pouvoir découvrir le féminisme. Je ne doute pas que ça aura beaucoup de succès. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille.